de temps. Je vous propose de démarrer. Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero est excusée à donner pouvoir à Monsieur Claude Raoux, Madame Laure David Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée à donner pouvoir à Monsieur Benoît Sanchez, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée est excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli et moi-même. Bien, la première question, il s'agit de nommer le secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner son secrétaire de séance. Il est proposé de désigner Monsieur Hervé Flogère. Qui s'abstient? Monsieur Raoux, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 2, vous l'avez tous eu, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 22 février 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur le Président. Je vous en prie, Monsieur Perron. Donc, Monsieur le Président, je vais approuver le procès-verbal, bien que je constate que les propos diffamatoires et calomnieux de Mme Bompard à mon égard n'y figurent pas. Je vais donc faire une mise au point et je regrette son absence. En même temps, c'est fidèle au comportement de Mme Bompard, elle préfère balayer devant la porte des autres, car devant la sienne, il y aurait trop à nettoyer. Vous souhaitez parler de la Cour régionale des comptes? Allons-y, à Comino d'Orange en 2010. Le rapport fait apparaître à plusieurs reprises le nom de Mme Bompard qui utilisait à titre irrégulier les moyens de la commune pour ses besoins personnels, alors qu'elle n'y était même pas élue. L'instruction a relevé des factures récurrentes de restaurant, 2 ou 3 convives le dimanche, des factures d'hôtel au nom de Marie-Claude Bompard, des séjours en Autriche, 5 jours dans un hôtel spa en 2007, pour un coût, ce dernier séjour de 2000 et quelques euros à l'époque, des soins de vinéothérapie, hammam, bain thermal concernant monsieur et madame Bompard, des achats de parfums Dior, Chanel, crème bronzante et produits de bain, des achats de cigares, cigarettes à l'étranger, des chèques emploi, services et des factures réglées mensuellement par le Centre communal d'action sociale pour les aides ménagères à 37 heures par semaine. Ces dépenses ne paraissent pas rattachables aux affaires de la commune ni à l'activité de représentation du maire. Vous souhaitez également parler de décisions de justice, mais allons-y donc. En janvier 2009, vous avez été mis en garde à vue au commissariat d'Avignon dans le cadre d'une enquête diligentée par le pôle de l'instruction du tribunal d'Avignon et confiée aux spécialistes de la division économique et financière de la CRPJ de Montpellier. Perquisition dans la foulée. Pour conclure, Mme Bompard, la société régresse lorsque le bavardage des donneurs de leçons empêche d'entendre le retentissement des actes de ceux qui construisent. Et vous avez raison de ne pas siéger en commission des finances, peut-être parce que j'y suis, mais surtout parce que vous n'y comprenez rien. Et nous avons assez perdu de temps pour le territoire pendant vos 2 mandats. Voilà cette mise au point que je comptais faire depuis le temps que je suis agressé par celle-ci. Voilà. Merci, Monsieur Perron. En plus, j'ai le sentiment que cela vous a fait du bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le procès-verbal? Monsieur Raoux, je vous en prie, bien évidemment. Oui, face à ce rapport à charge, je me trouvais l'impression de me trouver dans un prétoire, mais j'aurais trouvé plus correct que monsieur le maire de Mondragon puisse faire cette démonstration vivante en présence de madame Bompard. Mais je le ferai, le prochain coup, je ne manquerai pas. Très bien. Je devais répondre au compte rendu, j'ai répondu, donc, mais le prochain coup, madame Bompard sera là, je ne manquerai pas
à réviser ma question. Je souhaiterais que ce soit marqué dans le compte rendu. La présidence, Madame Bompard. Très bien. On marquera fidèlement ce que vous venez de dire, Je n'ai messieurs. pas peur de tout ça, je le ferai. Et donc, avec nous aurons, plaisir, chers collègues, une deuxième séance, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs, mais nous aurons l'occasion de le faire à la prochaine séance. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? Qui s'abstient? Monsieur Raoux. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 3, il s'agit des déchets et de la précision sur l'adhésion au syndicat des ports de Provence. Madame Ricard, vice-présidente aux déchets, vous avez la parole. Merci, Président. Puisqu'on en est sur des considérations un peu plus personnelles, je me permettrai, par ces premiers mots, de vous remercier tous pour vos très gentils messages, que ce soit pour prendre de mes nouvelles ou pour m'assurer de votre soutien. Voilà. Ça a été une période un peu difficile et je dois vous dire que ce soir, quand je vous vois tous, j'ai un immense plaisir à vous retrouver. Bien. Alors, il m'arrive une drôle d'histoire ce soir, puisque je dois vous parler de l'adhésion au CIP pour notre territoire et que je voudrais le rappeler ici parce que d'autres pourraient me le rappeler. C'est vrai. En 2018, je crois, ça. Anthony. En 2018, donc, nous avions déjà procédé à un vote pour cette adhésion. Et j'avais voté contre l'adhésion de CCRLP au syndicat, au CIP. Alors, pour ceux qui me connaissent, il n'est pas besoin de dire qu'il ne suffit pas d'être passé de l'autre côté et de me retrouver assise aux côtés d'Anthony Zilio pour changer d'avis aussi facilement, puisque ce soir, je vais donc bien vous proposer d'adhérer au CIP. Mais depuis 2018, eh bien, des choses effectivement se sont passées. Mes compétences m'ont été déléguées, confiées. Je travaille donc le plus sérieusement possible avec la commission qui s'occupe de la collecte et du traitement des déchets. Et c'est ce qui m'amène avec la conviction qu'on fera le bon choix ce soir d'adhérer au CIP. Alors, juste pour se rappeler un petit peu l'histoire et puis pour comprendre ce qui se passe, parce que le domaine des déchets est quelque chose de très particulier. C'est d'abord une urgence pour l'humanité que de devoir traiter de mieux en mieux les déchets et surtout d'essayer d'en produire le moins possible. Mais lorsqu'on travaille dans ce domaine, on s'aperçoit aussi qu'il y a des offres très restreintes, que les services sont très cadrés, qu'on a en face de nous des gros groupes qui s'occupent de ces services-là et que ce n'est pas toujours facile de trouver la voie la plus juste et la plus pertinente pour son territoire. Je fais partie en plus, pour les petites histoires, vous avez sans doute vu dans les journaux, je fais partie de ces maires qui ont eu et qui ont toujours, pour moi c'est encore du présent, pour nous à Mornas c'est encore du présent, qui sont confrontés à donc l'indélicatesse d'un réseau parallèle au réseau officiel de traitement des déchets. Et donc nous sommes à Mornas impactés par des déchets sauvages à grande quantité dans des hangars, et tout ça à travers un réseau pas facile à aborder, complètement illégal, mais qui endeuille vraiment nos communes et devant un État qui a très peu de moyens à mettre à notre disposition, qui essaie de nous soutenir, mais que je trouve peu efficient dans les moyens donnés aux communes pour se sortir de ce genre de soucis. 15 000 mètres cubes pour Mornas, posés comme ça, de façon sauvage, et dont personne ne veut plus, évidemment, des solutions à trouver, des centaines de millions d'euros à trouver. Voilà. Tout ça, ce sont les déchets. Ça veut dire que nous, élus, quand on est dans nos fonctions, c'est vraiment un sujet qu'il faut travailler avec beaucoup, beaucoup de sérieux
et d'intérêts. Depuis 2017, CCRLP est compétente, comme toutes les autres intercommunalités, de la gestion des déchets. Nous le savons, puisque nous suivons tout ce qui se passe depuis, avec beaucoup d'intérêt, le coût des collectes, mais surtout le coût des traitements, a très fortement évolué. On en a vu les dernières mesures très récemment, l'année dernière encore, avec des notifications sur nos contrats qui sont arrivés par centaines de milliers d'euros. Pour mémoire, depuis le transfert de la compétence des communes à la CCRLP, donc depuis le 1er janvier 2017, nous n'avons augmenté ni les taxes et nous n'avons changé ni les services aux administrés. Nous avons essayé de tenir le cap, mais aujourd'hui, la tension est forte. Pour rappel, le coût du service lors du transfert de la compétence n'était pas toujours autofinancé par les taxes, et certaines communes tapaient dans le budget général pour pouvoir abonder à la dépense. Nous n'étions pas donc de façon égale devant le problème. Et ça a demeuré. À titre d'exemple, le coût de traitement des ordures ménagères résiduelles était en 2017 de 65 € la tonne. Aujourd'hui, nous sommes à 143 000 € la tonne. C'est une augmentation de 120%. C'est énorme. À cela s'est ajouté, vous en avez entendu parler plusieurs fois, l'augmentation de la TGAP. Cette taxe que l'État a fait passer de 22 € en 2017 toujours, qui aujourd'hui est à 45 € et des annonces d'augmentation à 65 dans les 2 prochaines années. À prévoir. Face à cette envolée des coûts de traitement, mais également des coûts induits et notamment les coûts de transport, ça, c'est pas la peine que je vous fasse un récapitulatif comme ça, vous suivez les événements en direct. Notre collectivité doit, comme l'ensemble des collectivités de notre pays, s'organiser. S'organiser, ça veut dire se regrouper en vue de pouvoir peser sur ce marché, ficelé par quelques grands groupes dont je faisais état tout à l'heure. Ces groupes nous imposent une forme de diktat des prix et c'est difficile d'œuvrer pour l'intérêt financier à la baisse pour notre territoire. Au-delà de la question primordiale du coût de la gestion des déchets, dont la production dans nos territoires ne cesse d'augmenter aussi, se pose également la question sur notre département des exutoires de ces déchets. On vous en a déjà parlé, 2 solutions pour nous s'offrent de façon assez inégale dans l'avancée des structures. Donc on a été très attentifs et on l'est toujours à ce qui se passe sur le sud au niveau de Vedène, où une étude est en cours pour essayer de créer donc un syndicat qui s'occupera de traiter les ordures ménagères. Une autre solution s'offre à nous, c'est celle qui se situe sur le nord, que vous connaissez peut-être un peu plus, qui reçoit aujourd'hui nos collectes. C'est à Roussas. C'est la COVED donc, qui s'occupe de ce centre de tri. C'est aussi un centre qui arrive à terme d'ici 2026 de mémoire. Il faut donc que ce syndicat commence à travailler sur un projet et c'est en cours. Et les choses sont déjà structurées, très avancées et nous pourrions nous rattacher donc à ce projet de façon efficiente. C'est, nous semble-t-il, la meilleure des solutions, même si on est attentif. Et le préfet nous le rappelle de cesse, de devoir régler les choses le plus localement possible. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est l'adhésion du CIP qui va répondre au mieux, y compris d'ailleurs dans les tarifs que l'on prévoit à cet effet. Le CIP
est largement prêt à nous accueillir au meilleur prix de ce que nous pouvons trouver sur le marché. Donc c'est pour ça que je vous propose ce soir, alors pour vous donner une idée de la différence de prix qu'il pourrait y avoir sur les deux structures possibles, donc celle de Vedennes, dans les premiers prix qui sont annoncés, est annoncée la somme de 241 € hors taxe la tonne. Et sur le CIP, donc nous sommes nettement moins chers, puisque le prix qui nous est annoncé aujourd'hui pour les traitements des ordures ménagères résiduelles est de 160 € hors taxe la tonne, et le traitement du tri 190 €. Donc c'est nettement plus intéressant à ce jour, et il n'y a aucune raison, vraiment aucune raison, après avoir ouvert tous les dossiers et étudié toutes les solutions, de se passer de cette solution adaptée à nos besoins et nous offrant en plus des tas de services qui pourront nous être très précieux, que nous n'avons pas aujourd'hui et qui pourront, pour les administrés, rajouter un plus. Voilà, j'essaie de vous faire passer ce message parce que c'est très important. Compte tenu en plus de ma position en 2018, je voudrais que ça puisse vous rassurer, c'est-à-dire que je partais avec un regard très négatif sur la question, et après étude, et après avoir pesé les choses et ouvert les yeux, je peux vous assurer qu'à ce jour, et à la connaissance des éléments que j'ai, je vous propose la meilleure solution, et je vous propose donc de voter favorablement. Ben ça, c'est peut-être toi qui vas faire le vote, mais je ne vais pas aller au bout de la démarche, et puis peut-être qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre, bien sûr. J'étais un peu longue, mais c'était très important d'abord de faire un petit récap sur l'aspect financier des choses, et puis aussi de donner un sens aux choses. Merci pour votre écoute. Merci Cathy. En plus, s'ajoute à cela, bien souvent on ne le prend pas en compte, mais il est extrêmement important, au-delà du coût de traitement, que ce soit sur le tri ou sur les ordures ménagères, c'est la question du transport que l'on ne prend pas en compte. Et quand on va à Roussas ou qu'on va à Vedennes, ce n'est pas la même direction et ce n'est pas le même kilomètre. Donc c'est important. Alors c'est vrai que ce débat, on l'a eu, on l'a porté en son temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la question de l'adhésion. On a eu la ville-centre qui s'y était opposée et qui a fait donc, n'a pas permis l'adhésion au syndicat des ports de Provence. Moi, je veux juste rappeler que l'heure n'est plus à la tergiversation pour nos collectivités, et qu'il y a urgence à agir et à prendre en main la question des déchets et des exutoires, parce que demain, tu l'as dit, nous serons dans le giron de ces grands groupes qui décideront, puisqu'ils décident de l'exutoire, ils décideront pour nous du prix, etc. On voit déjà deux prix apparaître, et tu l'as précisé, près de 250 € pour l'un et 190 € pour l'autre, hors taxe, pour le traitement du tri simplement. Et donc il y a urgence à ce que nous puissions le faire. Simplement préciser que la communauté de communes est aujourd'hui en renouvellement du marché de collecte de traitement, et nous le verrons au prochain conseil communautaire. Il y a d'ailleurs eu une commission d'appel d'offres hier qui s'est réunie, qui était présidée par notre collègue Françoise Bouclé sur ce sujet. La question du traitement est prégnante, notamment de l'envolée des coûts, mais aussi de l'absence de candidats. Et c'est une première pour répondre à notre consultation, ce qui aussi, lorsqu'il n'y a plus de candidats, laisse le libre arbitre du prix sans consultation et du prix d'un potentiel candidat ou d'une potentielle société. Alors nous le ferons le temps de l'adhésion au CIP, vous l'aurez compris, sur les 3-4 prochains mois, et ensuite on se rattrapera à ce qu'il en est par rapport à d'autres sociétés qui seront retenues. Voilà pour cette question-là, on vient préciser. Nous avions adhéré le 25 janvier en précisant les délégués au sein du CIP, et désormais il faut se prononcer pour l'adhésion à compter du 1er mai. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Raoult. Si je puis me permettre de faire une remarque qui est quelque part une certaine inquiétude. Pourquoi? Parce qu'il est prévu une unité de traitement dont nous ne connaissons ni le mode de traitement, ni le volume de déchets prévu, ni les coûts provisionnels de fonctionnement, ni surtout le coût attendu à la tonne. Il est dit qu'une étude d'impact financier doit être faite. Puisque ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous décider de l'adhésion ce soir? Cette étude doit nous présenter un bilan global de tous les coûts et financements comparatifs de notre rapport annuel, entre autres. Traitement, transport, gestion de déchetterie et ressourcerie.
Sur le dernier rapport annuel du CIP, celui de 2020, il est dit que le coût de l'habitant ainsi que le coût à la tonne traitée augmente en cette année 2020 pour les raisons suivantes. Intégration de deux nouveaux PCI, présentant des coûts plus importants, transport et reprise de contrat, augmentation du nombre de sites en gestion, 4 déchetteries, 2 quais de transfert, dont les coûts peuvent dériver à tout moment. D'autre part, cette fameuse future unité de traitement pour les dépenses pharaoniques de 50 millions d'euros nous engage solidairement sur un projet auquel nous n'avons pas participé. Le risque est énorme. Le CITRAP, syndicat Nord-Drôme, se trouve piégé par un investissement de même hauteur. Résultat, rien ne fonctionne et le prix du traitement a explosé. La participation à l'habitant aussi. De plus, une taxe supplémentaire destinée au remboursement d'une structure inutile a été instaurée. Il serait judicieux d'attendre au moins la mise en fonctionnement de cette unité. Et pour mémoire, rappelons que le CIRAP fait pression sur la préfecture de la Drôme pour absorber le CIP et ainsi mutualiser ces dettes monstrueuses. Donc je pense qu'il serait très prudent et éviter de partir à l'aventure trop tôt. Oui, M. Raoux, on les met où en attendant nos poubelles? On les met où en attendant nos poubelles? Ah oui, non, mais c'est fini là. S'engager la collectivité pour 50 millions d'euros, il me semble quelque part. Mais ce n'est pas nous qui allons porter ça, monsieur. Non, non, non. Vous faites. Une expérience au nord d'ici très malheureuse. Vous savez comment ça fonctionne actuellement. Tous les déchets qui sont extraits là sont enfouis. Tous les déchets qui sortent des structures en dessous Valence sont enfouis. Quel est l'intérêt? C'est pour ça que nous sommes très prudents là-dessus. On n'est pas contre ce principe-là. Il faut être prudent. Donc, votre proposition, c'est quoi, monsieur? D'attendre? D'attendre quoi? Et aujourd'hui, monsieur Raoux, nos déchets sont pas enfouis. Et aujourd'hui, nos déchets ne sont pas enfouis. Aujourd'hui, ils sont enfouis. Ils sont enfouis à Roussas, comme aujourd'hui le Citrade les enfouit à Valence. Et donc, je sais que c'est l'obsession de votre groupe que de vouloir le Citrade. À la séance précédente, Madame Bompard nous faisait écho de cette illustration. Moi, je veux juste préciser deux choses. La première, c'est que sur la transparence du rapport, nous avons passé une première délibération de principe dans lequel, en effet, il a été évoqué d'ailleurs par Madame Ricard et à l'ensemble des élus, que nous n'avions pas la totalité des éléments et il nous fallait redélibérer. Aujourd'hui, vous avez une étude qui avait été demandée dans la première délibération, qui vient d'arriver, et vous avez le coût, le tonnage, la péréquation des coûts en page 17 du rapport d'étude, qui précise à la tonne le coût de traitement. Donc, je sais que la question du CIP, vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que vous disiez à l'époque où vous refusiez l'adhésion au CIP, même si je vous ferai remarquer que quand Mme Ricard évoque les 63 € hors taxe en 2014 de traitement, bien que nous n'étions plus au syndicat des ports de Provence, nous bénéficions des coûts du syndicat des ports de Provence. C'est-à-dire 98 €, TGAP comprise, puisqu'à l'époque on en était à peu près à ça, sur la tonne. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs schémas qui peuvent se faire. Aujourd'hui, on le voit que sur la question du CIE-SETOM, du SIDOMRA et de ce syndicat départemental vauclusien qui est en train de se structurer, il me semble, pour avoir écouté la séance du conseil communautaire de la CC Pro sur Orange du mois de février dernier, la volonté du maire d'Orange de vouloir adhérer à ce syndicat ne lui apporte pas aucune visibilité quant au prix de traitement à la tonne. Il le dit d'ailleurs, et c'est ce qui est d'ailleurs évoqué lorsque nous le faisons. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons une stabilité sur les prix. C'est ce que nous engage l'adhésion au syndicat des ports de Provence. Nous avons une contrainte que toutes les collectivités de France ont, c'est la question de la taxe générale sur les activités polluantes, pilotée par le gouvernement et qui était de 22 € et qui va passer à 65 € la tonne. C'est-à-dire que pour le territoire, nous allons prendre, pour les Bolénois par exemple, 200 000 € de taxes par mois supplémentaires sans traiter plus de tonnes. Et en même temps, nous avons eu des effets ciseaux avec une augmentation du tonnage qui s'explique tout simplement parce que nous avons eu les rapports de 2020
rappelle que le 17 mars 2020, nous avons été contraints de rester à la maison et que par conséquent, il y a eu plus de tonnes de déchets générés et que pour je dirais, le fonctionnement du service, il y a à un moment donné la question de la rentabilité. On le verra tout à l'heure sur la question de la fiscalité, où j'imagine que nous aurons un débat sur ces questions-là pour le financement du coût. Toutes les collectivités de France, toutes les communautés de communes qui gèrent les déchets depuis le 1er janvier 2017 sont toutes soumises à la même difficulté, c'est de ne pas posséder un exutoire. Et donc, quand vous n'avez pas d'exutoire et que c'est des grands groupes qui les ont, eh bien, vous vous retrouvez contraint d'aller avec eux ou d'aller avec eux. Et si vous avez un exutoire, eh bien, vous le décidez vous-même. Et c'est un peu ce que nous venons de faire. Alors, vous forcez le trait, comme à chaque fois, non, nous ne porterons pas 50 millions de financement parce que ce n'est pas notre volonté. Vous l'avez vu, c'est 200 et quelques mille euros. 243 000 euros par an pendant 17 ans. Et d'ailleurs, je serais curieux, mais c'est toujours facile quand on n'a pas la contrepartie de savoir combien on coûterait ailleurs si on devait se financer notre propre exutoire et si on devait trouver d'autres moyens. Voilà. Et après, il y a la question du service à l'usager. Ça, c'est le troisième point. C'est quand on ne change pas le service à l'usager, mais qu'on prend, vous l'avez vu, on est passé de 63 à 140, on a pris plus de la moitié, plus d'augmentation, sans changer le service. Il faut à un moment donné pouvoir le justifier à la population. Donc c'est pourquoi, contrairement à ce que vous dites, en page 17, vous avez le coût à la tonne sur l'adhésion et sur le traitement. Vous avez même le prix de reprise par la CCRLP à la tonne des matières, papier, acier, aluminium, etc. et le prix de reprise du syndicat des ports de Provence. Vous avez en page 18 le coût porté par nos collectivités par rapport à la population. Et ça fait 10 euros par habitant, me dit le premier vice-président, à juste titre. Et donc, voilà, bon, écoutez, j'entends ce que vous dites. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû adhérer bien plus avant à la question du CIP. On aurait dégagé, je pense vraiment, à l'époque du CIERG qui adhérait au CIP, des marges d'économie, parce qu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait et nous avons pris du retard. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Mossy? Brièvement, sur un point qu'a relevé Madame la vice-présidente, c'est les ambassadeurs du tri et si possible mettre en place une diminution des déchets qui passerait notamment par des composteurs individuels sur notre communauté, ça va être possible. J'avais relevé, comme M. Raous, alors d'un côté on a des économies, on a 285 000 euros d'économies parce que quand on négocie des gros volumes, on a de meilleurs prix que quand on négocie des petits volumes. De notre côté, on a 240 000 euros d'investissement sur 17 à 30 ans à assumer. Donc c'est juste ce que vous dites. Et on aura 3,50 € par habitant aussi à débourser. Donc ça aurait été intéressant d'avoir un tableau de synthèse. Alors vous nous avez donné une synthèse VEDEN, ce syndicat, mais une synthèse générale pour savoir à peu près où on allait. Mais c'est vrai que tout ça a un coût. Et ce qui me dérange, moi, derrière, c'est qu'on sait que c'est la COVED, que derrière la COVED, c'est pas PREC, c'est toujours les mêmes. Et que quand on éloigne des habitants et qu'on fait confiance uniquement aux grands groupes, je suis persuadé que moi, on perd de l'efficience et de l'efficacité. Alors, on n'a pas beaucoup de choix, mais d'un autre côté, les grands groupes sont là pour qu'on ait le plus de déchets possible, puisque comme ça, financièrement, ils gagneront encore plus d'argent. Récemment, il y a une émission à la télé, je suppose que vous l'avez regardée, de Lucet sur les déchets, et le PDG de Paprec ne m'a pas du tout convaincu sur son honnêteté, puisque en début de séance, on parlait d'honnêteté. Merci. J'entends, je partage beaucoup votre sentiment. Hein. Je l'ai dit en début de l'intervention. En même temps, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de choix? Enfin, vous verrez mardi prochain, on essaie de faire des choix les plus propres possibles. Voilà, sans jeu de mots. Mais c'est vraiment un milieu très compliqué. On essaie d'avancer avec beaucoup de prudence, en tout cas beaucoup de lucidité, et puis en essayant d'être le plus adapté aux besoins des administrés. Et vous avez relevé aussi qu'il y avait des propositions fort intéressantes, et je sais que ça va vous intéresser, Monsieur Mossy.
pour optimiser effectivement tout ce qui est gestes nouveaux à adopter pour tous en vue de produire beaucoup moins de déchets, parce que ça sera la seule solution de dépenser moins. Merci. Je soumets donc cette délibération au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Raoux. Dossier adopté à la majorité. La question numéro 4, et j'excuse donc notre collègue Madame Laurence Desfonds-Fargeant, il s'agit d'un contrat de partenariat pour l'achat de titres de transport entre la SNCF Voyageurs et la communauté de communes Rhône-Lens-Provence. Nous l'avons évoqué plusieurs fois, il s'agit de pouvoir justement contractualiser avec SNCF Voyageurs pour permettre justement la distribution de tickets dans l'office de tourisme. Il y a aujourd'hui plusieurs axes dans le document contractuel que vous avez, la localisation des points de vente, etc. etc. L'idée étant de pouvoir justement amener le ticket de train à l'office de tourisme et de permettre justement à la communauté de communes de conventionner avec la SNCF Voyageurs pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature, d'approuver les termes du contrat et de m'autoriser à signer le partenariat avec la SNCF Voyageurs. Quelques mots sur la gare, puisque c'est un sujet qui nous préoccupe. Nous avons bien évidemment des inquiétudes dont nous avons fait part au président de région sur la question de la fermeture du guichet de la gare de Bolaine-la-Croisière. Absolument rien à voir avec cette délibération, puisque cette délibération sur la question de la vente des tickets, nous l'avions évoquée bien avant cette décision. C'était celle de pouvoir justement éviter d'aller jusqu'à la gare pour récupérer un billet quand on n'a pas Internet ou quand on ne peut pas acheter un billet, mais de pouvoir le faire dans un pôle de centralité, que ce soit dans le hall d'un hôtel de ville ou dans un office de tourisme, parce que c'est plus pratique. En ce qui concerne la gare de la Croisière et des derniers échanges que j'ai pu avoir avec le président de région Muselier sur la question du guichet, c'est une volonté régionale que de vouloir, comme il a été fait d'ailleurs à la gare de Carpentras et la gare de Sorgues, Châteauneuf-du-Pape, de supprimer ces guichets-là au regard d'un certain seuil de rentabilité que certains définissent et dont je ne sais pas comment d'ailleurs ils le calculent. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de préciser que notre territoire doit être attentif à ce qui se passe sur la question des transports ferrés, parce que d'autres régions ont fait d'autres choix. Je pense notamment à la région Occitanie, qui rouvre les gares de Bagnoles-Pont-Saint-Esprit et qui, de fait, vont enlever des voyageurs sur la gare de Bolaine, et rappeler que la gare de Bolaine, sur les chiffres 2021, est en termes de développement la première gare de Vaucluse, puisque nous sommes à plus 16% d'augmentation du flux de voyageurs. Nous sommes à plus de 110 000 voyageurs par an sur l'année 2021 en gare de Bolaine. Donc tous ces chiffres que j'ai pu rappeler et à la directrice de la SNCF qui est venue me voir et au président de région, pour dire qu'aujourd'hui nous avons la volonté à Bolaine de réhabiliter cette gare, le parvis sécurisé, etc., pour faire en sorte que cette gare puisse être un peu plus attractive. Ça doit être mené de concert avec ceux qui portent la politique régionale, pour le coup, de transport des trains express régionaux, qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que je ne pouvais pas parler de cette délibération sans parler des mesures qui sont arrivées au mois de février, je crois. Et donc nous y sommes attentifs. Des discussions ont été portées. Le conseiller municipal du quartier de la Croisière, Aimé Berbiguier, a pu travailler sur ce sujet avec la direction de la SNCF, et nous sommes en discussion. Une réunion a eu lieu il y a 10 jours avec la région sur comment aménager justement cette gare qui mérite qu'on y accorde un peu d'attention. Voilà ce que je voulais dire. Ça n'a absolument pas de lien, mais là c'est sur un contrat de partenariat locaux pour l'achat de titres de transport. Mais je souhaitais le dire parce que le fait que le guichet ferme, c'est une situation fâcheuse pour notre territoire. Et donc je tenais à le dire publiquement à tous ceux qui nous entendront. Est-ce qu'il y a des interventions sur la question du guichet, Monsieur Raoux? On ne peut que constater et regretter une fois de plus des désengagements de l'État, je dirais, sur des symboles, des pôles forts. Il y a celui de l'énergie, on a commencé déjà à démanteler l'énergie. Là, on s'attaque au transport.
Alors que tout le monde sait que le transport, surtout ferroviaire et autres, c'est le tissu social d'un pays, c'est le tissu social de la population. Et on continue de nouveau à fermer de manière à rentabiliser. Comment peut-on rentabiliser un service public? Ce n'est pas possible. On peut essayer qu'il soit le plus rentable possible, mais le service public est au service de la population, au service des gens, et on continue encore dans ce schéma-là. Alors moi, bien sûr que je voterai pour, mais je veux dire, c'est très regrettable. D'autant plus regrettable que nous avons maintenu la compétence transport par la loi LOM au 1er juillet 2021 à la communauté de communes, parce qu'on aurait pu la transférer à la région. Quand on voit les premières décisions, on se rend compte à quel point certains services auraient pu être coupés de Marseille. Alors je préfère porter à Bolène la politique pour les transports sur le pays bolénois. Et c'est en ce sens que nous avions pris cette décision-là. On pourrait parler des services de sécurité, on pourrait parler des maternités, on pourrait parler des hôpitaux, dont on a révélé l'importance dans la période Covid. Pas là pour faire le procès de l'État, mais force est de constater que, en effet, nous sommes en train de détricoter tout ce qui fut la force du service public par le passé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 5, il s'agit d'une convention de service commun technique. Monsieur Perron. Alors, la CCLP est propriétaire d'une balayeuse permettant le balayage mécanisé des voiries et espaces publics, d'une faucardeuse permettant le fauchage de végétaux, notamment aux abords des voiries, et d'un Maxity Ampli Roll Aspifeuille. Il est proposé donc de permettre aux communes membres d'utiliser ces matériels avec les chauffeurs pour la balayeuse et la faucardeuse, et sans chauffeur pour le Maxity Ampli Roll. Afin de réaliser les prestations décrites précédemment au tarif mentionné dans la convention jointe, le Conseil communautaire est appelé à approuver la convention relative au service commun balayage mécanique faucardage aspifeuille pour de période de 2022 à 2024, telle qu'annexée à la présente délibération. Et bien entendu d'autoriser Monsieur le Président à la signer, ainsi que tout acte nécessaire à son application. Merci, Monsieur Perron, merci. Nous continuons donc cette volonté de mutualisation. Est-ce qu'il y a des interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 6, il s'agit d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de la CCRLP à Bolène pour le point d'apport volontaire d'Odé. Monsieur Perron. Alors, considérant l'opportunité technique de faire réaliser en concomitant le parking rue Alphonse Daudet porté par la ville de Bolène et les points d'apport volontaire situés sur celui-ci. La compétence relative à la gestion des déchets relevant de la compétence de la communauté de communes, il est proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des aménagements du PAV à la ville qui intégrera ces travaux dans son programme de voirie et refacturera à la communauté de communes. Considérant que le budget prévisionnel de l'opération est estimé à 40 000 €, le Conseil communautaire est appelé donc à valider la convention de maîtrise d'ouvrage telle que jointe à la note de synthèse et d'autoriser, bien entendu, Monsieur le Président, à la signer ainsi que tout acte nécessaire à son application. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 7, il s'agit d'un marché de fourniture et livraison de denrées alimentaires. Monsieur Perron. Alors, vu le procès verbal de la commission d'appel d'offres réunie le 26 octobre 2021, qui a déclaré sans suite les lots 1 et 4, considérant qu'une procédure a donc dû être relancée pour ces deux lots le 18 novembre 2021 jusqu'au 20 décembre 2021, la commission d'appel d'offres réunie le 10 février 2022 à 14h30 a désigné les offres suivantes comme économiquement les plus avantageuses. Alors la charcuterie, donc le montant minimum donc, pour un montant de 15 000 €, maximum 50 000 €, et donc c'est l'entreprise attributaire numéro 1 Pomona Passion Froid qui a été retenue, et l'entreprise attributaire numéro 2 Cisco France. Pour les volailles et lapins frais, donc pour un montant minimum de 20 000 € et un montant maximum de 60 000 €, c'est la société de distribution avicole SDA qui a été retenue, l'établissement Ribot de la Palue. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la procédure d'appel d'offres relative à la fourniture et livraison des denrées alimentaires pour les lots numéro 1, charcuterie, et le lot numéro 4, volailles et lapins frais.
et d'autoriser, bien sûr, Monsieur le Président, à signer le marché public ainsi attribué par la commission d'appel d'offres. Autorisé, Monsieur le Président, à signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Perron. Excusez-moi, juste, parce que tout à l'heure, j'avais un doute, mais je veux juste rappeler à Monsieur Raoux, parce que j'ai eu le temps de chercher pendant les propos de... Lorsque nous avons voté le maintien de la compétence transport sur le territoire, vous faisiez partie de ceux qui n'ont pas voté pour le fait que nous gardions la compétence transport sur le territoire, mais plutôt que nous la donnions à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous regarderez dans le compte-rendu. Donc, j'entends les beaux discours en séance, mais dans les faits, vous avez fait le contraire de ce que vous venez de nous dire sur la question des transports. Je voulais vous le préciser, je voulais juste m'assurer, je ne voulais pas dire de mensonges, et j'ai pu le temps de lire pendant que M. Perron nous parlait de volailles, de lapins frais et de charcuterie, de m'assurer que je ne disais pas de bêtises. Donc, vous voyez qu'entre les propos et les actions, il y a quand même un gap. Sur cette question d'attribution de fournitures, bien évidemment, est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Raoux, je vous en prie. Oui, c'est pour répondre aimablement à votre remarque. Votre vice-présidente à votre droite a fait la même réflexion tout à l'heure, en disant j'étais contre, puis maintenant je suis pour. Oui, donc, Ah, d'accord. Permettez que moi aussi je puisse sourire. Vous en sortez avec un grand tour de pirouette et c'est élégant. Qui s'abstient donc sur ce marché? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur la question numéro 8, il s'agit d'une fin de mise à disposition de biens à la CCRLP par la commune de Mornas. Monsieur Perron. Alors, pour faire suite aux délibérations du Conseil communautaire du 9 mars et 13 juillet 2021, portant retrait de l'intérêt communautaire de certains équipements sportifs et culturels de la commune de Mornas, il est nécessaire de venir acter par un PV de fin de mise à disposition, joué en annexe à la reprise en gestion communale des biens suivants. Alors, le stade de foot et vestiaire situé chemin des Pièces, tennis et vestiaire, le City Stade, aire de jeu Saint-Pierre, les Pins, les Islons et les Issards, l'espace Saint-Pierre au rez-de-chaussée uniquement. Il est précisé que la reprise en gestion communale a fait l'objet d'une révision de l'attribution de compensation de la commune de Mornas par la CLET et qui s'est réunie le 20 janvier dernier et a établi un rapport définitif en cours d'approbation par les communes membres. Le coût de fonctionnement retenu pour les équipements de Mornas s'élève donc à 19 966 euros, 70 000 euros 63. Le Conseil communautaire est appelé donc à approuver le procès-verbal relatif à la session de mise à disposition des biens à la CCRLP par la commune de Mornas et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer ce procès-verbal et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de Monsieur Abon, pardon. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question suivante. Il s'agit de du bureau d'information touristique de Mornas sur la désaffectation. Monsieur Perron. Par délibération en date du 13 février 2018, la CCRLP avait conclu une convention de mise à disposition avec la ville de Mornas qui précisait que la parcelle H280 était mise à disposition gratuitement de la CCRLP tant que le bâtiment s'y trouvant reste affecté à l'exercice d'une compétence communautaire. Considérant la volonté de la commune de Mornas et de la communauté de communes d'optimiser et mutualiser les moyens mis en œuvre pour développer l'attractivité du territoire dans une optique de réduction des coûts. Considérant la volonté de la commune de réorganiser les équipements publics sur sa commune, il a été décidé conjointement que le bureau d'information de tourisme situé à Mornas cesserait d'être affecté à la compétence tourisme le 1er avril 2022, en conséquence et en application de plein droit de la convention de mise à disposition mentionnée ci-avant, le bâtiment 6 sur la parcelle H280 est rétrocédé donc à la ville de Mornas. La commission est appelée donc à entériner cette disposition et d'autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des questions? Monsieur Raoux. Oui, je trouve curieux en fait qu'on arrête ce bureau d'information touristique à Mornas. C'est un village avec un patrimoine très riche, avec une population agréable. Il y a de la nature qui n'est pas très loin, il y a des collines et tout. Et je trouve bizarre, incompréhensible pourquoi on arrête ça.
D'autant plus que, vu que les gens ne vont plus à l'étranger, tous les voyageurs et tout, maintenant restent dans le pays. Et ils vont de plus en plus dans les villages, où il y a un attrait social très important. Mais nous sommes bien d'accord, Monsieur Ravoux, et je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez lu la presse, certainement. Je suppose que vous êtes très attentif à ce qui se passe à Bolène, mais aussi autour de Bolène. Mornas, donc la commune de Mornas, a repris en régie directe la forteresse, ainsi que toute forme de patrimoine, parce que c'est dans notre plan d'action pour le mandat de vouloir développer une action touristique forte. Et nous avons, par souci de convenance humaine, nous avons repris donc les employés qui travaillaient dans l'association qui s'occupait jusque-là de l'animation de la forteresse. Ces employés sont donc chargés de l'accueil du tourisme pour la commune. Au-delà de cela, de faire découvrir le patrimoine et d'administrer tout ce qui est restauration du patrimoine. Et il nous semblait que c'était une façon de pouvoir faire de l'économie à la communauté de communes que de dire Mornas a les moyens aujourd'hui de pouvoir donner des renseignements, évidemment sur l'ensemble des communes de l'intercommunalité, de façon tout à fait solidaire et naturelle. Et lorsque j'en ai parlé avec le président et les maires, ça a été accueilli dans un souci d'esprit d'économie, d'efficience, de solidarité qui peut se jouer dans les deux sens. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'insultant derrière tout ça, rien de décalé. On essaie de travailler avec cet esprit-là. Et puis, c'était aussi rendre toute la dimension à la ville-centre que de porter l'office de tourisme de façon centralisée, ce qui était un peu compliqué jusque-là pour des blocages politiques où l'office de tourisme a fait quand même beaucoup parler entre CCRLP et la ville de Bolène, beaucoup de gymnastique et de pièces de théâtre autour de tout ça. Bon, on est sorti de tout ça, mais on essaie de travailler avec de la logique, de la coopération et surtout un souci toujours d'économie. Voilà. Il n'y a rien de magique ni de... Il y a de l'esprit solidaire, c'est tout. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Avon. Simplement pour dire que je vais m'abstenir aussi comme pour la délibération précédente, parce que ces deux sujets n'ont pas été débattus au conseil municipal de Mornas. Très bien. Nous notons votre attention. Je vais juste répondre à monsieur Raoux, avec qui j'ai visiblement depuis 2 jours beaucoup de connexions avec lui sur la question du local. N'enlève pas la compétence et l'exercice de la compétence tourisme. Et d'ailleurs, quand vous faisiez partie d'une équipe qui, par 2 fois, a dû aller au tribunal administratif pour récupérer le point infotourisme à la sortie de l'autoroute au rond-point des Ports de Provence, vous étiez un peu moins enclin à poser des questions sur pourquoi l'Interco ne récupérait pas ce local. Je vois que les préceptes que vous appliquez avant ne tiennent plus alors que vous êtes dans l'opposition, et je le regrette. Comme je le dis à chaque fois que vous prenez la parole, il y a les discours de façade et puis il y a la réalité qui est quand même tout autre, puisque nous avons dû, par 2 fois, avec l'argent du contribuable, et puis le Bolénois a dû payer 2 fois, à la fois contribuable de l'Interco et contribuable de la ville, pour des contentieux, pour récupérer des clés dont vous aviez été sommé par des jours d'astreinte et des astreintes de retard sur la livraison des clés pour l'exercice de la compétence touristique. Là, encore une fois, les mémoires sont courtes et sélectives selon là où elles se trouvent. Sur cette question-là, c'est une décision conjointe de l'intercommunalité et de la ville de Mornas. Et donc, je vous propose d'entériner ces dispositions et de m'autoriser à signer ces pièces nécessaires. Abstention de M. Avon, qui s'abstient, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, puisque M. Raoux vote la délibération. Tout ça pour ça. Non, mais... question numéro 10, il s'agit de la convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Bolène et la communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Monsieur Perron. Alors, considérant la volonté de la commune de Bolène de participer au service commun Action Jeunesse depuis
le 1er janvier 2022 afin de recréer des structures d'accueil pour les jeunes disparus depuis de trop nombreuses années. La commune de Bolène met à disposition de la communauté de communes les locaux permettant de créer 2 accueils jeunes et un point d'information jeunesse et permettre la création d'une véritable structure multisite sur l'ensemble du territoire qui permettra à nos jeunes scolarisés en collège et lycée, majoritairement sur la commune de Bolène, de disposer de véritables structures de loisirs, mais aussi, surtout, d'accompagnement à la citoyenneté, à la formation, à l'emploi en partenariat avec les associations et institutions telles que la CAF, la MSA, la mission locale Pôle emploi, le GRETA, la MAFR. Il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux de la ville de Bolène, tels que décrits en annexe, afin de donner un signe fort à notre jeunesse et permettre à la ville-centre de retrouver la place qui doit être la sienne au sein des actions à mener en direction de la jeunesse sur ce territoire. Monsieur le Président. Écoutez, moi je suis d'abord très heureux que la ville de Bolène reprenne sa place dans ce territoire au travers de ce réseau intercommunal pour la jeunesse. Et comme on n'a pas vocation à dépenser de l'argent inutilement, nous avons des locaux vides et donc nous les mettons à disposition pour créer ces 2 accueils que vous avez pu voir à la fin, l'ancien Greta et puis l'ancien centre périscolaire, si ma mémoire est bonne, sur la Barre-Curie. Qui s'abstient? Est-ce qu'il y a des questions, pardon? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Il s'agit des budgets. Nous attaquons le premier compte de gestion. Monsieur Perrin. Alors, c'est la question donc, de 11 à 18, le compte de gestion 2021. Alors, si vous le permettez, considérant la répétitivité des comptes de gestion, je propose que le Conseil communautaire, les questions du numéro 11 à 18, qu'on propose d'un seul tenant. Donc, les 8 comptes de gestion dressés par le comptable sont en tout point conformes au compte administratif établi par la communauté de communes. Les excédents et déficits globaux de clôture sont rigoureusement identiques et se récapitulent comme suit. Alors, pour le budget principal, un excédent donc, de 2 199 904,47 €. Concernant le budget du SPANC, un excédent de 9 448,34 €. Pour le budget annexe de la ZAC de Notre-Dame, déficit de 1 371 272,42 €. Pour le budget annexe Office de tourisme, un excédent de 17 808,11 €. Pour le budget annexe de la zone de la croisière, donc un déficit de 1 415 976,57 €. Concernant le budget annexe du pôle médical, un excédent donc de 15 122,58 €. Le budget annexe de la ZAN Europarc, un excédent de 868 179,89 €. Et concernant le budget annexe de la classe, un déficit de 535 124,50 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les comptes de gestion dressés par le comptable de l'année 2021. Très bien. Donc, compte de gestion sur le budget principal tel que déclaré par M. Perron, qui est certifié conforme par l'ordonnateur et qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 2, il s'agit du compte de gestion du budget annexe du service public de l'assainissement non collectif, qui est visé et certifié conforme par l'ordonnateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre? Question numéro 13, il s'agit du budget annexe sur la zone d'activité Notre-Dame pour le compte de gestion 2021, qui est visé et certifié conforme par l'ordonnateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre? Question numéro 14, il s'agit du budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal pour le compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre? Question numéro 15, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité La Croisière, compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier numéro 16, il s'agit du budget annexe du pôle médical, compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre?
Dossier numéro 17, il s'agit du budget annexe zone d'activité pas en repart, compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre? Question numéro 18, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité de la Clastre, compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci d'avoir adopté à l'unanimité ces rapports numéro 11 à 18. Question numéro 19, vous le savez, en application de l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le conseil communautaire doit élire un nouveau président. Aussi, il est proposé à l'Assemblée d'élire un président de séance pour les rapports 20 à 27 et il est proposé M. Benoît Sanchez, premier vice-président. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Sanchez, c'est à vous. Merci, Président. Du coup, il vous est proposé donc de voter le rapport numéro 20, c'est sur le budget principal du compte administratif 2021. Donc, l'exercice 2021 de la communauté de communes est en clos pour un excédent global de clôture de 2 199 904,47 €. Oui, c'est juste. C'est Christian, le rapporteur. Excusez-moi, du coup, M. Perron. Hein? Je viens de voir que c'était vous. Non, Mais non, que le vote. c'est pas le problème. Hein, Très silencieux. Je fais partie. c'est avec plaisir, monsieur Sanchez. Non, mais je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que les finances. Donc, concernant le compte administratif 2021 du budget principal, la première ébauche du compte administratif avait déjà été présentée dans le cadre du DOB. Vous trouverez donc ici les chiffres définitifs liés à l'activité 2021 de la CCRLP. Je vous rappelle que 3 principaux éléments ont impacté la section de fonctionnement en 2021. Le premier, la continuité des mesures mises en place au regard de la crise sanitaire dont les effets directs pèsent sur le budget de fonctionnement de la CCRLP, achat des masques, fonctionnement du centre de dépistage et de vaccination, achat de produits d'entretien et désinfection en quantité exceptionnelle et augmentation de la fréquence des prestations d'entretien dans les écoles pour un montant annuel d'environ 250 000 € pour la seule année 2021. Également une aide aux entreprises via le fonds régional, mais également par la mise en place d'un fonds de soutien directement financé par la CCRLP et porté en partenariat avec l'initiative Seuil de Provence. Deuxièmement, la forte évolution du coût des traitements de déchets qui influe également fortement sur les dépenses de fonctionnement. En effet, la tendance à la hausse des prix de traitement des déchets, enfouissement ou incinération, ainsi que l'augmentation de la TGAP, ajoutée à la hausse du coût des carburants, entraîne une hausse de coûts de collecte, tri et traitement des déchets à l'échelle mondiale et constitue pour notre communauté de communes un dépense supplémentaire plus de 350 000 € sur la seule année 2021. Enfin, la prise en compte de la compétence mobilité par la CCRLP, dont les charges ont été transférées depuis le 1er juillet 2021, mais pour laquelle les attributions de compensation n'ont pas été encore déduites, double charge budgétaire pour la CCRLP, jusqu'à l'adoption du rapport de la CLET, qui s'élève à plus de 200 000 € pour la période de juillet à décembre 2021. Pour autant, et malgré un contexte complexe, en termes de recettes en raison des modifications fiscales décidées par l'État, perte de 800 000 € suite à la modification des bases locatives, la CCRLP a maintenu un niveau de recettes lui permettant de dégager un résultat de fonctionnement positif. La section de fonctionnement présente ainsi un résultat de 3 518 149,38 €. Concernant les investissements portés sur le territoire en 2021, la communauté de communes a poursuivi sa politique pluriannuelle d'investissement et a apporté plus de 9 millions d'euros de travaux sur nos communes. 2,6 millions d'euros investis dans le pôle de valorisation déchetterie, recyclerie et ressourcerie situé à Mondragon. 1,3 million d'euros reversés directement aux communes membres au titre des fonds de concours. Plus d'1,2 million d'euros pour poursuivre la rénovation et la sécurisation des écoles et des restaurants scolaires. 680 000 € pour la protection des personnes et des biens dans le cadre de la compétence GEMAPI. Plus de 630 000 € investis dans la voirie communautaire. 1 330 000 € engagés
dans le cadre du développement économique, avec notamment la construction de locaux commerciaux à la Motte, l'engagement de travaux de la Maison du Terroir et du bâtiment Aurillac à Bolène, les travaux en zone d'activité et aide à l'immobilier d'entreprise. 500 000 € pour les bâtiments culturels de la chapelle de Saint-Cyprien à Mornas, 267 000 € pour la construction d'une station phytosanitaire. Ces investissements ont été portés par des financements propres, des subventions, mais également par le recours modéré à l'emprunt, 3,3 millions. Le résultat de la section d'investissement présente en intégration des restes à réaliser un solde déficitaire de 1 318 244,92 €, mais avec intégration des restes réalisés, un solde excédentaire de 1 918 283,46 €. Ce compte administratif présente un excédent de clôture conforme au compte de gestion de 2 199 904,47 € et un résultat cumulé de 5 436 432,84 €. Voilà pour le compte administratif. Budget principal. Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous faites voter, Monsieur le Premier vice-président? Monsieur Perron, excusez-moi d'avoir voulu prendre la parole, mais c'est vrai que c'est l'habitude de Mondragon auquel je rapporte la question et je la fais voter, effectivement. Donc voilà, donc est-ce que certains d'entre vous ont des questions, ont des interrogations à tout ce qui vient d'être dit? Oui, Monsieur Raoux. Si je puis me permettre quelques remarques, nous voyons dans ce compte administratif 2021 que les dépenses de fonctionnement sont toujours élevées, dues à des nombreux recrutements. Aussi, vous avez des dépenses de fonctionnement 3 fois plus élevées par habitant que la moyenne des collectivités de même taille. 1 237 € par habitant à la CCRLP contre 470 € par habitant en moyenne. L'ampleur donnée aux dépenses d'investissement montre la volonté et l'action d'une collectivité. Vous prévoyez 15 millions d'investissements au BP et vous terminez à 7 millions de réalisés, à peine la moitié de ce qui était prévu. La présentation du CA par fonction est intéressante. Nous voyons ainsi que seulement 1,5 million d'euros est investi pour l'économie, alors que c'est une des compétences principales et du moins la plus attendue par nos compatriotes. C'est une nécessité criante sur notre territoire. Du côté de l'emprunt, vous êtes passé d'une collectivité excédentaire de plus de 24 millions d'euros à une dette de 4,5 millions d'euros, dont 3,3 millions juste pour l'année 2021, sans que l'on voit de nouveaux projets. Nous sommes en droit de fortement nous inquiéter. Oui, Monsieur Zillot, vous voulez répondre? Oui, je vais répondre parce que finalement, c'est ce qui avait été évoqué la dernière fois. Je crois que il y a peu de collectivités qui peuvent se prévaloir des résultats de notre collectivité. Et si nous avions trop dépensé, vous nous auriez accusé de jeter l'argent par les fenêtres. Et le fait de ne pas le dépenser, vous nous accusez de ne pas trop investir. Je rappelle simplement, à raison gardée, que 2021 est une année particulière dans le cadre de la réalisation des actions publiques, et vous n'êtes pas censé l'ignorer, mais qu'avoir un résultat cumulé de plus de 5 400 000 € pour une collectivité, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, et je pense qu'en votre temps, quand on voit les résultats des comptes administratifs, notamment celui de 2014 qui est déficitaire sur la ville de Bolène, on pourrait se targuer de vouloir avoir les mêmes résultats, et je comprends votre inquiétude. Je comprends d'autant moins votre inquiétude quand vous parlez de charges de personnel, parce que si les charges de personnel ont augmenté sur notre collectivité, et si finalement la balance entre l'intercommunalité et la ville n'a pas joué, c'est par votre faute et celle de votre équipe, Monsieur Raoux, puisque vous avez transféré du personnel qui n'était pas en poste depuis longtemps, et que ces personnels-là qui ont été transférés, il a fallu les remplacer parce qu'ils étaient en arrêt maladie, et qu'il a fallu donc payer ceux qui étaient en arrêt maladie, en plus de ceux qui ont remplacé ceux qui étaient en arrêt maladie. Ça, c'est la première raison. Et donc, je veux le dire ici publiquement, la ville de Bolène a justement, par sa position centre et sa possibilité de le faire, dégrader les finances de notre collectivité. On le voit d'ailleurs dans le transfert de la compétence technique, où nous aurions pu, j'avais demandé à l'époque que l'on puisse, puisque le personnel avait été transféré,
de pouvoir mettre le personnel technique dans les ateliers techniques de la ville de Bolène, ce qui m'avait été refusé, et ce qui a nécessité de dépenser 80 000 euros par an pour louer des ateliers, pour faire en sorte que les ateliers techniques puissent être dans des endroits où ils auraient pu être très bien accueillis, puisque je veux juste vous préciser à ceux qui croient que ce n'est pas possible, qu'actuellement, depuis le 1er novembre 2021, les services techniques de la ville de Bolène et de l'intercommunalité sont réunis au service technique de la ville, et que donc notre arrivée a permis de faire des économies sur la location de matériel, et nous le verrons tout à l'heure sur la mobilisation, comme nous l'avons vu hier soir à la ville de Bolène, sur la flotte, sur le matériel roulant et sur le personnel qui va être donc mutualisé. En ce qui concerne la question de l'endettement, là aussi j'attendais un peu plus de modestie de votre part, puisque quand je vois l'état dans lequel nous avons hérité d'une situation bolénoise à 18 millions d'euros de dette, je crois que les 3,3 millions de millions d'euros de dettes qui ont été portés à la collectivité sont simplement pour porter un investissement qui est celui de la déchetterie, puisque vous ne l'avez pas vu, mais il faut sortir de Bolène. Vous allez à Mondragon et vous trouverez cette déchetterie qui a bénéficié déjà d'1 million d'euros de subventions et qui nous a nécessité de porter un emprunt parce que nous l'assumons. Et je le disais encore hier, il y a des emprunts qui sont structurants. Ce n'est pas une seule génération de payer la totalité de cet équipement. D'ailleurs, vous avez sur les 8 millions de la cigalière, M. Raoux, emprunté 5 millions d'euros et vous avez donc faire porter jusqu'en 2046 l'équipement de la cigalière. Et là, ça ne vous pose pas de difficulté. Encore une fois, selon où vous vous placez, ça peut vous poser problème, mais à certains endroits, ça ne vous en pose pas. Donc voilà, sur la question du compte administratif, nous avons fait une année 2021 qui est exceptionnelle. Nous avons eu des dépenses supplémentaires, mais je ne rougis pas à l'idée d'avoir porté un centre de dépistage et un centre de vaccination que vous ne souhaitiez pas, puisque nous avons porté la politique du pôle médical, tout seul parce que la ville de Bolène à l'époque l'avait refusé. Et je crois que nous ne nous sommes pas trompés d'appuyer notre politique publique sur la question de la santé et de la protection des habitants de ce territoire. D'ailleurs, je crois que si vous êtes à ce côté de l'Assemblée, c'est parce que certains habitants l'ont compris. Merci, messieurs, pour l'ensemble de vos propos. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons se laisser sortir. Et nous allons effectivement procéder au vote. Et donc, il vous est proposé de donner acte au président de la présentation du commande végétaire, le quitus de la gestion comptable pour l'exercice 2021 et d'approuver d'arrêter donc les comptes présentés en annexe. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Oui, une abstention de M. Raoux. Oui, excusez-moi. Voilà, président, donc une abstention. Donc nous sommes sur le rapport 21, qui est le budget annexe du service public de l'assainissement non collectif, le SPANC, pour le compte administratif 2021. Rapporteur, M. Perron. Donc en 2021, le service a facturé un nombre important de contrôles en raison du rattrapage de l'année antérieure ainsi que du cycle de contrôle. En effet, seuls 190 contrôles ont eu lieu, auxquels s'ajoutent les contrôles de conception et ceux de fin de travaux pour un montant total donc de 31 090 euros. Ce compte administratif se clôture avec un excédent conforme au compte de gestion, donc pour un montant de 948,34 euros. Monsieur le Premier vice-président. Merci, Monsieur Perron. S'il y a des questions sur ce compte administratif pour le budget annexe du SPANC, pas de questions. On va donner celui de sortir. Et donc, il vous a proposé de voter, d'approuver, de donner acte, donner quitus et d'approuver, d'arrêter. Donc, c'est rapport numéro 21. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Une abstention de M. Raoux. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. On va rappeler donc M. Zilio pour le rapport numéro 22, qui est le budget annexe de la zone d'activité Notre-Dame sur le compte administratif 2021. Rapporteur, M. Perron. Alors, ce budget retrace pour l'année 2021 la cession du dernier lot en vente, le lot numéro 7, permettant sa clôture
au 31 décembre 2021. À noter que la délibération 2018-09 prévoyait la rétrocession de ce lot au budget général. Cette délibération n'ayant jamais eu effet, il est proposé donc de la retirer. Et ce compte administratif doit se clôturer avec un déficit conforme au compte de gestion de 1 371 272,42 €. Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup. Donc, avez-vous des questions sur ce rapport numéro 22? Donc, pas de questions. Il s'agit de donner acte à Monsieur le Président, de donner quitus au Président et d'approuver d'arrêter les comptes présentés, surtout d'approuver le retrait de la délibération des 2018-09. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Monsieur Raoult, abstention. Vote à l'unanimité. Voilà. Le rapport numéro 23, c'est le budget annexe de l'Office du tourisme intercommunal pour le compte administratif 2021. Rapporteur, Monsieur Perron. Alors, malgré un contexte sanitaire qui bouleverse les habitudes touristiques, des actions d'animation ont été mises en place durant la saison estivale. Cinéma de plein air, balade vigneronne, visite à la ferme, journée européenne du patrimoine, présence du laisse bouquin et aux apéritifs de bienvenue au camping auprès des syndicats du syndicat d'initiative, qui ont rencontré effectivement un certain succès. Donc ce compte administratif se clôture avec un excédent conforme au compte de gestion pour un montant de 17 808,11 €. Monsieur le Premier vice-président. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 23? En l'absence de questions, monsieur. Merci de sortir. Donc, il s'agit de donner acte au président, de donner quitus et d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe de ce rapport numéro 23. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Monsieur Raoult, abstention. Question approuvée à l'unanimité. On va rappeler, merci. Le rapport numéro 24, budget annexe donc de la zone d'activité La Croisière sur son compte administratif 2021. Monsieur Perron, s'il vous plaît. Alors, durant l'année 2021, les aménagements nécessaires à la future commercialisation des lots ont avancé de manière significative, environ 950 000 € dépensés. Le budget a également enregistré la première vente de parcelles pour 234 117 €. Pour mémoire, ce lotissement de 16 lots est en cours de commercialisation. 10 compromis ont été à ce jour engagés. Et ce compte administratif, bien entendu, se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion de 1 415 976,57 €. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des interrogations? Non. Du coup, nous allons faire voter cette question qui est de donner acte, de donner quitus et d'approuver, d'arrêter les comptes qui viennent d'être présentés. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Une abstention, monsieur Raoult. Donc, question approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 25, qui est le budget annexe du pôle médical et son compte administratif 2021, monsieur Perron. Alors, durant l'exercice 2021, le pôle médical a continué à fonctionner et a accueilli un nouveau praticien. Au total, ce sont donc désormais 6 médecins généralistes, un pédiatre, un dermatologue, 5 chirurgiens dentistes, 7 infirmières, 2 psychologues, un ostéopathe, un orthophoniste et une sage-femme qui exercent dans les locaux du pôle médical. Et ce sont près de 300 appels jour et 54 116 consultations assurées, soit plus de 150 patients ont reçu une consultation chaque jour. Ce compte administratif se clôture donc avec un excédent conforme au compte de gestion de 15 122,58 €. Le dernier plateau au rez-de-chaussée est en cours de finalisation et un cabinet d'ophtalmologie s'installe au 1er avril. Monsieur le Premier vice-président. Merci, monsieur le vice-président. Donc, y a-t-il des questions, des interrogations sur ce sujet? Donc, je vous propose sur ce rapport numéro 25 de donner acte, de donner quitus donc,
et ainsi que d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Une abstention, M. Raoux. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Zillot. Monsieur Perron, rapport numéro 26, qui est le budget annexe de la zone d'activité Pan-Europarc et son compte administratif 2021. Alors, durant l'exercice 2021, ce budget a retracé l'acquisition des parcelles, notamment à la ville de Bolène pour 1 800 000 € et des éléments préalables à la commercialisation, diagnostic, mission d'expertise pour environ 12 000 €. Ce compte administratif se clôture avec un excédent conforme au compte de gestion montant de 868 179,89 €. Monsieur le Premier vice-président. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non. Donc, je vous propose de donner acte au président de donner quitus et d'approuver d'arrêter donc les comptes présentés en instant et en annexe. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention, M. Raoux. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons sur le rapport numéro 27, qui est le budget annexe de la zone d'activité La Clastre et son compte administratif 2021. Monsieur Perron. Alors, durant l'exercice 2021, le budget a retracé l'aménagement des parcelles à des fins de commercialisation pour environ 330 000 €. Pour mémoire, cette zone d'activité comporte 4 lots, dont 2 ont en 2021 fait l'objet de la signature d'un compromis de vente. Et ce compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion, donc, qui s'élève à 535 124,50 €. Monsieur le Premier vice-président. Merci beaucoup, M. Perron. Donc, y a-t-il des questions, des interrogations sur ce rapport numéro 27? Donc, je vous le soumets au vote. Il s'agit de donner acte à M. le Président et de donner quitus au Président pour sa gestion et d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention, M. Raoux. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sanchez. La séance des comptes administratifs me donne l'occasion de faire un peu de sport. La question 28, il s'agit de l'affectation du résultat sur le budget principal. Monsieur Perron, vous avez la parole. Donc, en conséquence des chiffres arrêtés par le compte administratif du budget général et du budget annexe ZEND, il convient d'affecter le résultat du budget principal en y intégrant le déficit constaté à la clôture du budget annexe ZEND. Pour l'année 2021, donc l'excédent de fonctionnement du budget principal à affecter est de 3 518 149,39 € et le besoin de financement à la section d'investissement est nul. En effet, la section d'investissement clôture à l'excédent pour 1 918 283,46 €. Donc le résultat déficitaire de la ZEND est de 1 371 272,42 € et quant à lui donc défalqué des 3 518 149,39 € pour atteindre un résultat à reporter au budget principal de 2 146 876,97 €. En conséquence, il est proposé d'affecter 3 594 389,20 € au financement de l'investissement et de reporter 3 039 967,40 € non affectés. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est abstention de M. Raoux? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question suivante, c'est le vote des taux de fiscalité sur les 3 taxes qui n'ont pas bougé depuis 2016. Monsieur Perron. Donc, il est proposé à la Commission des finances de valider la fixation des taux d'imposition au même taux que depuis 2016, soit le foncier bâti à 0, le foncier non bâti à 1,45% et le CFE à 34,89. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Monsieur Raoux. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question suivante, il s'agit du vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2022. Monsieur Perron.
Donc, le vote des taux de fiscalité et taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Alors, pour mémoire, depuis le transfert de la compétence des communes à la CCRLP au 1er janvier 2017, ni les taux de taxes ni le service rendu n'ont été modifiés. Pour rappel, le coût du service n'était pas déjà couvert par le produit de la TOM, mais des participations variables des budgets généraux des communes. C'est-à-dire c'est les budgets généraux des communes qui finançaient la différence. Depuis 2017, nous le savons, le coût de collecte, mais surtout de traitement des déchets, a très fortement évolué, et ce de manière nationale. L'augmentation de la TGAP à 45 € la tonne, inflation du coût des carburants et envolée des coûts de traitement à la tonne ont ainsi acculé notre communauté de communes, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, la CCPRO, la Draga, a envisagé une augmentation de la fiscalité sur la taxe sur les ordures ménagères, notamment en vue de rétablir l'équité fiscale entre nos administrés. Le coût du traitement des déchets doit être supporté par l'ensemble des producteurs. Le Conseil d'État considère à ce sujet que le produit de la taxe doit compenser les dépenses de fonctionnement, ce qui aujourd'hui est loin d'être, et ce sera encore moins demain au regard de l'envolée du coût du montant de la taxe TGAP fixée par l'État. Par conséquent, une réévaluation du taux de la TOM sur le territoire de CCRLP est proposée ce soir au centre communautaire, au conseil communautaire. Pardon. Si certaines communautés de communes, comme Draga ou CCPRO, ont fait le choix de couvrir le coût de la compétence dès 2022 en votant les taux respectivement de 14 et 17%, nous proposons, nous, de faire évoluer les taux progressivement, notamment sur plusieurs exercices, au taux nécessaire qui permettra d'ici 2024 de couvrir le coût du service. Il est donc proposé au Conseil communautaire de valider la fixation des taux suivants. Alors, zone 1, Bolène centre, en maintien à 12%. Zone 2, Bolène hors centre, évolution de 9,94 à 12%. Zone numéro 3, la Motte du Rhône, évolution de 4,40% à 8%. Zone 4, le Palus centre, évolution de 10,16% à 12%. Zone 5, la Palus hors centre, évolution de 5,5 à 8%. Et la zone 6, Mondragon et Mornas, donc évolution de 8,5 à 12%. Voilà pour les taux qui ont été fixés en commission des finances. Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des questions? Je vous en prie, Mme Ricard. Merci, Président. C'est jamais facile pour un maire de devoir annoncer une augmentation d'une taxe, surtout dans la période que l'on vit. En même temps, la raison doit nous ramener à essayer de couvrir les services par ceux qui induisent les dépenses. Ceci étant, augmenter les impôts comme on le propose ce soir ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons tous chargés d'un message très clair. Je le dis, mais je le répète, et il faut que ce soit largement partagé. Nous devrons produire moins de déchets et nous devrons mieux trier. Sans quoi, il y aura encore et encore des augmentations de taxes. Merci. Je dirais que moi, qu'en augmentant les taux, comme on le fait actuellement, ce n'est pas suffisant. Pour couvrir la dépense, il faut prendre dans le budget général de la communauté de communes. Donc ce sont les personnes qui paient des impôts qui paient la différence, ceux qui ne paient pas d'impôts, bien entendu, ne paient pas la différence et créent autant de déchets que les autres. Voilà. D'où une injustice qui sera rétablie, je pense, d'ici 2024, puisqu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre, ce soit un budget annexe et que la TOM couvre la dépense du budget. Monsieur le Président, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, Monsieur Perron. Je voulais juste apporter le fait que le coût des services aujourd'hui n'évolue pas à la hausse. Et la décision de ce soir n'est pas de créer le paiement d'un service supplémentaire. Je veux m'exprimer en disant clairement qu'aujourd'hui, les habitants de notre territoire produisent des déchets. Ils produisent, et les chiffres nous en donnent dans les rapports désormais une précision, 1000 tonnes de plus que les années d'avant par an. Et peut-être que la question du confinement y a joué, certainement. Je trouve que la mesure que nous proposons ce soir est une mesure d'équité fiscale envers nos administrés.
et je veux la préciser parce que je ne voudrais pas que certains croient que nous ne sommes pas empreints d'équité fiscale. Lorsque, en 2008, le maire de Bolène, à l'époque, qui est désormais dans l'opposition, passe l'enveloppe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 0 €, puisque le taux était à 0% en 2008 à Bolène, à 9,94 et 12, c'est une décision éminemment importante qui est faite par l'ancien maire de Bolène d'augmenter de près de 9 points, de créer finalement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et s'il y a bien une décision sur ce territoire, et je le disais d'ailleurs lorsque nous avons parlé des orientations budgétaires avec l'ancien maire de Bolène, s'il y a bien une décision sur laquelle je peux m'accorder avec l'ancien maire de Bolène, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire reposer la question de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères uniquement sur ceux qui payent l'impôt. Parce que nous avons à Bolène 46% de la population qui ne paye pas l'impôt sur le revenu ou autre, et pour autant, ces 46% produisent des déchets. Excusez-moi, mais si vous pouviez juste... Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est 46% de la population qui produisent des déchets, ce n'est pas les 54 autres % qui doivent les payer. Et sur l'assiette de solidarité qui doit être sur le territoire intercommunal, on voit que les taux de TOM ne couvrent pas tous au même ratio le traitement des déchets. Alors il ne s'agit pas, vous savez, l'intercommunalité, c'est par excellence. Alors d'abord, c'est par excellence le territoire des solidarités. Et on le voit aujourd'hui qu'on fait des choses dans des communes qu'on n'aurait jamais pu faire s'il n'y avait pas eu l'échelon intercommunal. Et donc, je veux dire qu'il doit y avoir une solidarité. Mais aujourd'hui, au vu de la conjoncture et des augmentations des taxes, et je pense notamment à cette taxe générale sur les activités polluantes dont nous ne maîtrisons rien et pour lequel elle était il y a quelques années à 17 € la tonne, elle passera à 65 € dans 2 ans, ce n'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui payent finalement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et je veux m'en expliquer. Vous l'avez dit, Mme Ricard, et vous l'avez dit, M. Perron, aujourd'hui, c'est le budget général qui compense. Ça veut dire que quand 80% de la TOM couvre le service des déchets, les 20 autres %, c'est par le contribuable dans les impôts qu'il paye au territoire, qui est pris dans le budget général, qui paye le complément. Et donc, je veux juste préciser que s'il y a bien un service pour lequel tout le monde doit être dans une équité, c'est celui de la production des déchets. Et donc, nous faisons en sorte, avec cette disposition-là, dont je salue l'ensemble des maires et l'ensemble des équipes municipales, parce que cette délibération, je ne trahirai pas un secret, mais cette délibération, vous imaginez qu'elle n'a pas forcément été simple à proposer. Elle est le fruit de longues semaines de discussion. Mais en tout cas, elle a le mérite d'une chose, et je pense que tout le monde devra repartir avec ça ce soir, c'est qu'à mon avis, elle est extrêmement équitable d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde met la main à la poche pour payer simplement les déchets qu'il produit sur le territoire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc je veux le préciser. Je prendrai simplement des ratios parce que je pense que c'est important. Le maire d'Orange a passé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 10,16 à 14,4. Nous sommes beaucoup plus modérés, vous l'avez vu, nous allons à 12, mais à Bourg-Saint-Andéol, le taux de la TOM est à 17%. Force est de constater que nous avons marqué un curseur qui est celui de l'augmentation des prix. Et je salue encore une fois le fait que chacune des communes ait pu jouer le jeu sur ce sujet-là. Mais je pense encore une fois, s'il y a quelques législateurs qui nous écoutent, qu'il faudra quand même qu'à un moment donné, la question des déchets s'arrête. Parce que ce business que personne ne voit, parce que quand on met sa poubelle dans un container, on ne voit pas forcément ce qui se passe après, à la fois des grands groupes, comme le disaient certains d'entre vous, mais à la fois des services de l'État qui, si je peux me permettre d'en dire 2 mots, ont essayé d'inciter le tri par l'augmentation de la taxe générale des activités polluantes, sauf qu'ils se sont trompés en pensant que c'est celui qui mettait dans la poubelle qui allait être concerné sur la question du taux de la taxe qui passe à 65 € la tonne, et pour lequel je suis persuadé que sur notre territoire, si nous posons la question aux habitants de savoir à combien est le montant de la taxe générale sur les activités polluantes, à mon avis, il n'en a rien à faire, mais désormais, il saura que c'est parce que cette décision a été prise que c'est
déchets, cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que les locataires payent par redistribution de leurs propriétaires, me semble plus juste, et surtout que c'est désormais cette décision-là qui fait que le service ne sera pas forcément meilleur, mais en tout cas, il sera plus cher, puisque certains en ont décidé ainsi. Voilà. Donc il nous appartient, pour répondre à ce que disait tout à l'heure notre collègue Claude Raux, qu'il faudra faire attention dans les années à venir à savoir où est-ce que nous amènent certains et comment les déchets vont être faits. Parce que pour le coup, si ils avaient augmenté la TGAP pour inciter les gens à plus trier, j'ai peur que finalement les gens vont payer plus sans avoir trié plus. Mais c'est un avis personnel que je souhaitais vous livrer ce soir. Voilà sur cette question de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On vient apporter un peu plus d'équité sur le territoire par rapport à ça. Qui s'abstient? Monsieur Mossy, qui est contre? Monsieur Raux. Dossier adopté à la majorité. Je vous en remercie. La question numéro 31, il s'agit de l'autorisation de programme et des crédits de paiement sur 2022. Monsieur Perron. Alors, plusieurs délibérations sont venues fixer les AP et les CP de notre collectivité. Les modifications apportées par cette nouvelle délibération sont les suivantes. Premièrement, ajout de l'année 2023 d'un CP sur AP, fonds de concours. En effet, en raison de la crise sanitaire, plusieurs dossiers qui bénéficiaient de fonds de concours ont pris du retard. Donc, numéro 2, donc ajout de l'année 2022 de CP sur AP. Au débit, le conseil départemental n'ayant pas encore appelé les sommes convenues. Concernant les AP et CP de 15 et 17, à noter qu'il y avait une différence entre de comptabilisation ayant engendré un écart dans la réalisation des AP et CP. En effet, AP, la maison de terroir, nous ne retraçons pas l'acquisition foncière du bâtiment dit Morel, alors que l'AP, cinéma et art numérique, reprend au titre du cumul des crédits antérieurs l'acquisition foncière du bâtiment dit Aurillac. Afin d'établir une équité de comptabilisation donc, entre ces deux programmes, les sommes liées à l'acquisition des bâtiments donc, dit Aurillac sont donc retirées des crédits consommés par l'autorisation du programme 15. Par ailleurs, l'année 2023 est créée sur 2 autorisations de programme. Voilà pour la question AP et CP. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de Monsieur Raux, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 32, il s'agit du budget 2022. Monsieur Perron. Alors, le budget primitif pour 2022 est conforme donc, dans les grandes lignes à ce qui avait été évoqué lors du DOB. En fonctionnement des charges à caractère général en hausse substantielle, notamment à cause de la compétence mobilité pour laquelle les AC n'ont pas encore été révisés, l'augmentation du coût de la compétence déchets, l'augmentation de la TGAP qui passe de 37, on a déjà dit, à 45 € la tonne en 2022, le coût des traitements et les frais de collecte, bien sûr, des charges de personnel et des frais de gestion de locaux qui diminuent en raison des efforts de mutualisation, notamment avec la ville au centre. Le chapitre 014 retrace les AC dans l'attente de leur régularisation, donc lorsque les rapports de la CLET aura été validé par la majorité des communes membres. Les autres chapitres sont conformes à ce qui a été évoqué au DOB, augmentation des charges financières pour prendre en compte les emprunts souscrits, diminution des charges exceptionnelles en raison de la suppression de la subvention d'équilibre budget annexe ZEND désormais clos. Les recettes sont évaluées à des niveaux prudents, prenant en compte à la fois les décisions fiscales de l'État et intégrant notamment les 1,5 million de pertes de la CVAE et 900 000 € de diminution des bases locatives des entreprises et celles de la CCRLP et également l'augmentation de la TOM. En investissement, un programme de dépenses ambitieux avoisinant donc les 13 millions d'euros, donc 10,5 millions de crédits nouveaux comprenant la finalisation de la chapelle Saint-Cyprien en Mornas, les locaux commerciaux de la Motte du Rhône, les travaux de la maison du terroir et de la manufacture, la réalisation sur l'ensemble des écoles du territoire, la réalisation d'importants travaux également sur les équipements sportifs et culturels déjà reconnus d'intérêt communautaire, notamment sur le tennis à Mondragon, la piscine à Bolène et l'ensemble sportif de la Palue, la réalisation d'un théâtre de verdure sur Bolène, l'exécution de travaux de voirie,
la construction d'une deuxième station phytosanitaire du terroir et la poursuite de mise en œuvre du plan de gestion de l'île Vieille à Mondragon, la poursuite des travaux relatifs à la protection des inondations sur les communes de La Palue, La Motte et Mondragon, les acquisitions foncières sur les communes de Bolène via le CMBVL, syndicat du LESCO, si vous préférez, 980 000 euros. Pour l'ensemble de ces projets, les subventions sont en cours d'instruction, soit seront demandées pour optimiser les dossiers, mais aucune recette n'est prévue au budget, car aucun arrêté attributif n'a été reçu à ce jour. Voilà, donc quand il viendra, bien entendu, la subvention qui a été demandée, ça rentrera dans la... Voilà, monsieur Merci. le Président, le budget. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Monsieur Raoux. Ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux que notre pays et notre territoire traversent. Non content d'avoir des dépenses de fonctionnement qui doivent être les plus importantes de la strate, comme nous l'avons vu au CA, vous proposez avec ce BP de les augmenter à nouveau par rapport au BP 2021. Quant au budget d'investissement, c'est l'inverse. Alors que l'investissement primordial, vous faites le choix de le diviser par 2. Vous passez de 15 millions d'euros en 2021 à 8 cette année, alors que notre territoire a cruellement besoin d'investissement, tant pour les équipements que cela peut représenter, que pour les commandes et le travail à destination des entreprises locales qui pourraient ainsi gagner de nouveaux marchés. La TOM augmente, fragilisant ainsi un peu plus nos compatriotes les moins aisés. Les projets ne sortent pas, comme nous venons de le voir, et pourtant la dette passe à plus de 3,3 millions en 2021 et à nouveau 1,7 million de prévu en 2022. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Raoux, merci d'avoir lu cette préparation, mais je crois que pour avoir déjà parlé au débat d'orientation budgétaire sur la réalisation des budgets, moi je veux juste préciser, au-delà des polémiques qui sont inutiles et qui finalement ne font pas avancer le territoire, que nous finissons donc un exercice 2021 comme je vous le disais, à plus de 5,4 millions et qui est quand même relativement historique, comme je le disais, sur notre territoire. Rappelez que, contrairement à ce que vous dites, sur la question notamment des charges de personnel et des frais de gestion qui diminuent, puisque vous l'avez sur la page 23, sur les orientations budgétaires et qu'elles se sont retranscrites sur la question du budget et que vous avez pu prendre connaissance des documents budgétaires, les charges de personnel, les frais de gestion qui diminuent. Et ils ne diminuent pas, non pas parce que nous avons décidé de moins faire, mais ils diminuent en raison des efforts de mutualisation avec la ville-centre. Oui, monsieur Raoux, je sais que ça vous dérange, mais c'est la mutualisation avec la ville de Bolène qui reprend sa place, qui fait finalement la démonstration de tout ce qu'on a pu dire par le passé, à l'époque où même certains d'entre vous, autour de cette table, doutaient de la question de la mutualisation et de l'intérêt de l'intercommunalité dans les charges. Aujourd'hui, nous avons la démonstration que les charges de personnel diminuent. Et oui, nous réorientons les politiques publiques, celles que vous avez toujours abandonnées, celles de l'enfance-jeunesse, celles de l'éducation, celles qui font finalement de notre territoire une richesse, parce que nous voulons nous occuper des jeunes de ce territoire et nous le faisons, avec des charges à caractère général en hausse qui sont substantielles au regard de ce que nous avons à gérer, c'est-à-dire cette compétence mobilité dont vous prônez les vertus il y a quelques minutes, mais dont vous ne votiez pas pour lorsqu'il a fallu les conserver et qui n'avaient pas encore été révisées, et puis l'augmentation du coût de la compétence déchets. Vous savez, on ne peut donner que ce que l'on a. Et donc, contrairement à ce que vous dites, je crois que la question de la TOM et de l'évolution que nous faisons prendre à la TOM, comme je le disais dans les orientations budgétaires, d'ailleurs, ça n'avait pas suscité de débat de votre collègue Madame Bompard, alors des orientations budgétaires, sur l'augmentation de cette fiscalité, dans le coût de traitement et les frais de collecte ont évolué par le passé. En ce qui concerne, quelques mots sur la question des investissements, alors je sais que vous réduisez toujours l'intercommunalité à des faibles investissements. Aujourd'hui, l'investissement a un programme ambitieux de dépenses avoisinant les 13 millions d'euros, comme vous avez pu le voir dans le budget, dont 10,5 millions de crédits nouveaux, qui comprend ce que vient de nous lire et d'éventorier Monsieur Perron sur la question. Et tout cela, nous le faisons avec une priorité. La première, c'est de prendre soin des habitants du territoire. Nous l'avons fait au travers du centre de vaccination et de dépistage, et nous continuons à le faire au travers du pôle médical, dont Monsieur Perron l'a dit, et nous aurons l'occasion d'en parler sur le budget annexe du pôle médical, mais nous allons accueillir un cabinet d'ophtalmologie au 1er avril au pôle médical.
Il y a certainement encore du chemin à faire sur la question de la médecine, et ce n'est pas devant mes collègues maires qui cherchent des médecins avec beaucoup d'énergie qui me diront le contraire, que la question de la médecine générale, nous essayons d'y répondre. Vous parliez du désengagement de l'État, mais je crois que la question du numerus clausus et de tous les parcours de santé ont fait que les étudiants de médecine préfèrent rester à Lyon, Marseille et Montpellier plutôt que venir dans nos territoires. Et je trouve, sans nous lancer et sans flagornerie, que nous nous débrouillons pas trop mal sur la question des apports de médecins sur notre territoire au regard de certains territoires voisins qui n'ont pas forcément ça. Alors je sais que cela nécessite pas de se battre, mais d'être compétitif sur le territoire pour le faire, et nous continuerons de le faire. Enfin, nous ferons, comme l'a dit M. Perron, la présentation des budgets sur la question des compétences propres de l'intercommunalité. Nous avons beaucoup fait sur la question économique et nous continuerons à le faire. Nous sommes dans une phase où finalement il y a des aspects d'action qui ne se voient pas forcément puisque nous sommes en train de finaliser la partie réglementaire, notamment sur la question de la ZAC que vous avez tant voulu en 2009, mais dont vous n'avez pas fait grand-chose, alors que vous nous promettiez 1000 emplois dans un numéro spécial ZAC. Nous allons faire, nous, finalement, ce que vous n'avez pas fait sur la question du développement économique, comme nous l'avons fait sur la ZAND, et nous avons clôturé certains budgets dont nous avons vu que si nous vous avions écouté, nous aurions fait encore moins pour les entreprises et pour implanter des entreprises. Quant à la question que vous évoquez sur le fait de faire participer des entreprises locales, d'abord dans les marchés publics, il y a quand même des clauses qui ne permettent pas d'attribuer ni à la tête du client, ni parce que c'est notre voisin, premièrement. Et deuxièmement, nous le faisons à chaque fois que nous pouvons le faire sur les prestations que nous pouvons prendre en dehors des seuils de marché public. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je sais que certains grincent un peu, certains sont frustrés du sort qui leur a été réservé. En tout cas, moi, je suis très heureux au nom de la majorité intercommunale du projet qu'on vous propose. Nous ne dépensons pas plus que nous gagnons et nous ne faisons pas, comme vous le dites, des grands palais cigalières, mais nous faisons des choses modestes qui finalement servent le quotidien des gens. Et je crois que les gens ont compris que de toute façon, il s'agissait peut-être de reporter des investissements ou de ne pas les faire, comme nous n'avons pas fait le pôle économique, lorsqu'ils coûtent trop cher et qui font peser sur les impôts des habitants de notre territoire. Nous n'avons pas de honte à reporter des investissements dès lors qu'ils sont trop importants et qu'ils obèrent les finances des contribuables. Et je pense que c'est ça l'essentiel sur cette question du budget. Et puis je veux finir là-dessus. Nous avons perdu en 2021 2,6 millions de recettes suite aux décisions gouvernementales de revoir l'impôt de production. Et je le redis, à la ville, à l'intercommunalité, nous avons perdu, et c'est pas fini, puisque je vois les programmes de chacun des candidats, et donc il faudra s'attendre, je crois, à ce que nous ayons ici ou là des suppressions d'impôts de production, notamment sur la question de la CVAE, qui est notre principale ressource, puisque nous dépendons d'une typologie d'entreprise qui est liée à la production, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit autre. Voilà, donc j'entends ce que vous dites. Nous avons fait beaucoup avec beaucoup moins de recettes, notamment 2,6 millions. C'est pas une mince affaire sur la question du budget de notre collectivité. Et pour autant, nous avons des finances saines et nous avons fait porter des emprunts quand c'était nécessaire. Nous en avons récupéré d'autres. Je pense à l'emprunt du syndicat des digues ou d'autres qui ne nous appartenaient pas d'ailleurs, et que nous avons pris parce qu'il était structurant sur des travaux qui avaient été faits. Voilà pour ce budget 2022. Donc, qui s'abstient? Qui est abstention de M. Mossy? Qui est contre? M. Raoux. Dossier adopté à la majorité. Je vous en remercie. La question suivante, il s'agit, j'imagine, de tous les budgets primitifs que nous allons passer. Alors, le prochain, excusez-moi, c'est le SPANC, M. Perron. Donc le budget SPANC s'équilibre donc à 25 448 €, en dépenses, et en recettes revient à un niveau normal après une année 2021 très intense. Par contre, il n'y a pas de section d'investissement. Voilà pour le budget. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Monsieur Raoux, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 34. Il s'agit du budget annexe de l'Office de tourisme. Monsieur Perron. Alors, en matière de dépenses de fonctionnement, il est proposé d'augmenter le montant prévisionnel du chapitre 011 par rapport à 2021 en vue
prévisions de reprise des activités touristiques dans un contexte sanitaire plus favorable, de réduire le montant prévisionnel du chapitre 012 compte tenu du départ d'un agent qui n'est pas prévu de remplacer. En fonctionnement, donc, ce budget s'équilibre à 281 407 euros et en investissement à 47 215,11 euros. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Monsieur Raoux, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 35, il s'agit de la zone d'activité de la Croisière, Monsieur Perron. Durant l'exercice 2022, ce budget retracera à la fin des travaux d'aménagement nécessaires à sa commercialisation 5 kg d'euros, ainsi que la comptabilisation des ventes des premières parcelles aménagées pour 1 200 000 euros. Le coût global de l'opération d'aménagement est toujours estimé à 3 millions d'euros. En fonctionnement, ce budget s'équilibre à 3 067 986,57 euros et en investissement à 3 228 597,47 euros. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Monsieur Raoux, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question suivante, il s'agit du pôle médical. Monsieur Perron. Le bâtiment initial, donc le plateau connexe, premier étage du bâtiment B, étant désormais complet, la communauté de communes envisage désormais d'aménager et louer le rez-de-chaussée du bâtiment B. En fonctionnement, donc, ce budget s'équilibre à 356 910 euros et un investissement à 22 945,37 euros. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Mossy. Juste une précision, trois précisions. Le compte 75 152 232, je vous passe les centimes, je suppose que c'est les loyers. Le compte 11 296 900, est-ce que c'est uniquement la location de la communauté des communes à la SCI propriétaire? Et le poste 12, charge de personnel 45 000 euros, ça correspond à quel type de poste? C'est du ménage, c'est du secrétariat médical, voilà. Les deux. Alors, sur le personnel, c'est les deux. Vous avez dit dans le détail des lignes que j'ai, vous avoue, il y en a une 011, je ne sais plus laquelle. Charges locatives et frais annexes, les fluides, certainement. C'est ça. Et puis l'autre, vous avez dit le 75. 75, je suppose que c'est le loyer perçu par les praticiens, de la part des praticiens. Et le 11, est-ce qu'on peut avoir le détail de la part des fluides et la part location pure? Vous pouvez me le communiquer une autre fois, c'est pas grave. C'est pour savoir combien on rentre en loyer et combien on donne en loyer, tout bêtement. Normalement, vous l'avez dans le document. Hein. La séparation des fluides et des loyers ont été faites dans le document. On vous les fera communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Monsieur Raoux, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Question numéro 37. Il s'agit du budget annexe de la zone d'activité Pan-Europarc. Monsieur Perron. Alors, ce budget retrace à la fois des acquisitions foncières auprès des particuliers ainsi que des cessations de baux ruraux, ce que dans les baux, bien entendu, il faut les indemniser. Hein. De plus, les travaux d'études et aménagements nécessaires à sa commercialisation sont comptabilisés, ainsi que la vente des parcelles nues ou aménagées. En fonctionnement, ce budget s'équilibre donc à 10 021 010,53 euros et en investissement à 6 500 000 euros. Merci. Y a-t-il des questions? Avant de passer au vote, juste pour répondre à M. Mossy, le temps que M. Perron lise la délibération, vous retrouverez dans le budget primitif service de gestion comptable pour le budget annexe pôle médical 2022, en page 3, le détail eau, assainissement, énergie, électricité, fourniture d'entretien de petits équipements administratifs, les locations immobilières, et donc le détail, l'entretien, la maintenance, et puis l'ensemble des frais de télécommunication, les frais de nettoyage des locaux, dans le détail, comme ça c'est ventilé dans la section de fonctionnement dépenses, en page 3 du document qui vous a été remis à la convocation de cette assemblée, M. Mossy. Sur le rapport de la ZAC Pan-Europarc, qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de M. Raoult, pardon. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question. Dernière question, mais il s'agit de la zone d'activité de la Clastre. M. Perron. Bon, ben effectivement, ce budget retranscrit donc à la fois la fin des travaux d'aménagement ainsi que la vente des parcelles aménagées. En
En fonctionnement, donc, ce budget s'équilibre à 825 135,60 € et en investissement, donc, à 1 170 251,20 €. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, qui s'abstient? Monsieur Raoux. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La séance du Conseil communautaire est terminée. Il faut signer les budgets qui passent, et donc celui que j'ai pris pour répondre à monsieur Mossy. Et la prochaine séance a lieu mardi prochain, exceptionnellement, puisque la commission d'appel d'offres des déchets s'est réunie hier et que nous devons délibérer sur la question des marchés des déchets. Et donc, il y a un prochain conseil communautaire la semaine prochaine, j'en suis navré, mais l'administration nous pousse un peu à passer cette délibération. Merci à tous, très belle soirée à tous, à très bientôt.